petit feedback. Bonjour, bienvenue à cette session avec moi. Vous avez passé 45 minutes. Premièrement, effectivement, merci aux sponsors. J'ai fait partie de l'organisation d'Agile Touraine et j'étais en charge des sponsors. Donc je sais à quel point c'est important quand on veut réaliser un événement de les avoir derrière nous. Donc merci énormément à eux. Je suis Céline Zierkowski, je suis coach agile. Alors officiellement, je fais de l'agilité depuis à peu près une douzaine d'années maintenant. J'ai commencé, c'est suite à une formation. En fait, je suis rentrée dans une entreprise, il y avait de la formation à l'agilité. J'étais officiellement aussi, le rôle était chef de produit et c'est devenu product owner après la formation. Officieusement, franchement, je me dis que j'en fais depuis le début de ma carrière, qui commence un petit peu à remonter maintenant. Tout simplement parce que j'ai commencé dans une start-up et que dans les start-up, je pense qu'en plus éditeur de logiciels, je pense qu'on est vraiment obligé de s'adapter en permanence. On était très très bon en adaptation, comme j'ai pris l'habitude de dire, puisqu'on allait, et en priorisation en particulier, puisqu'on allait jusqu'à prioriser l'ordre de versement de nos salaires à une période. Donc je maîtrise bien cette notion-là. Alors j'ai également un fils de 16 ans. Mon fils, il est en première maintenant, et depuis 3 ans, l'éducation nationale le harcèle un petit peu, en lui posant toujours la même question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Donc on en parle. Il m'a demandé comment j'avais su ce que je voulais faire. Je lui ai répondu que je ne savais toujours pas. Ça l'aide pas vraiment. Mais effectivement, un gamin, un ado qui est un gros fan de Fortnite, il est quand même dans les 200 meilleurs français. Je lui ai demandé cette semaine justement. Et qui en plus s'est pris de passion pour Basic Fit. On ne sait pas bien pourquoi. Enfin, si, peut-être parce qu'il fait 1m80, 60 kg et que ça le complexe. Et effectivement, c'est le genre de questions de l'éducation nationale, ça lui passe un petit peu au-dessus du crâne, mais il essaye quand même de comprendre. Et en fait, en réfléchissant avec lui sur ma carrière professionnelle, j'ai fini par trouver un lien entre tous mes jobs que j'avais fait, parce que j'ai commencé en tant que développeuse, j'ai géré le support, j'ai fait de la formation, j'ai été chef de projet, chef de produit, coach agile. Il y a un point commun en tout ça, c'est que depuis très longtemps, en fait, je me rends compte que j'aime résoudre des problèmes. J'étais très bonne en maths aussi, quand j'étais à l'école. Et donc aujourd'hui, ce que j'essaye de faire encore, c'est d'essayer de trouver encore des manières de résoudre des problèmes. Et depuis 2 ans, je me cultive énormément autour du Lean. Le Lean, forcément, quand vous commencez à gratter le Lean, vous allez voir ce qui se passe chez Toyota avec le Toyota Production System, le Toyota Way. Et j'y trouve plein de choses super intéressantes. Et c'est une partie de ce que j'ai découvert que je voudrais vous partager aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de Philippe. Vous connaissez tous Philippe? Ouais. Moi, j'adore ce cuistot, mais c'est son caractère, je l'aime beaucoup. En plus, j'ai un pote qui lui ressemble et ce copain, on l'appelle méchant. Je trouve que ça lui va bien, lui aussi. Donc, Philippe Etchebest, c'est un grand cuistot, effectivement. Il a aussi, je sais pas s'il participe toujours, je sais pas si l'émission existe toujours. Pour être honnête avec vous, je ne regarde pas la télé depuis au moins 5 ou 6 ans. Mais forcément, on entend parler de ce genre de choses à travers les réseaux, etc. Donc, cette fameuse émission qui s'appelle Cauchemar en cuisine. Et aujourd'hui, Philippe m'a accompagné pour vous montrer que parfois, c'est plutôt cauchemar en agile. Et en particulier, on va parler de ce qu'est un bon problème. Alors, pour commencer, imaginez que Philippe débarque dans votre cuisine, c'est-à-dire dans votre équipe. Philippe, il aimerait bien vous demander quels sont les problèmes que vous avez en ce moment. Et là, je vais vous demander de participer. Alors, ne me décrivez pas des choses confidentielles, évidemment. Restez peut-être... Est-ce que quelqu'un a un ou deux problèmes dont il voudrait nous faire part? Je vous prends un peu à chaud comme ça. Mais c'est comme ça que ça se passe en rétro, non? Vous arrivez, puis le Scrum Master vous dit c'est quoi votre problème? Allez, il y en a un qui se lance. Donc tu as un problème sur la mesure valeur client. Ok. Quoi d'autre? Comme équipe. Alors je fais en raccourci, mais j'imagine entre eux et puis peut-être à l'extérieur aussi. Ouais. C'est-à-dire, plus précisément. Sous l'eau. Ouais. Ok. C'est-à-dire comment je fais pour gérer mes priorités? Parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes. C'est peut-être pas
On peut estimer que dans une équipe, vous avez des problèmes pour gérer les priorités. OK. Quoi d'autre? OK. Activité, découpage, leader. J'aime bien celle-là. OK. Est-ce que vous en voyez d'autres? Une dernière? Jira mal configuré. Ça, c'est étonnant, ça. En même temps, dès qu'on me dit Jira, je trouve qu'il y a déjà un problème, mais bon. Non, c'est pas vrai, je m'y suis faite. C'est pour la petite blague. Je vais éviter les fautes d'orthographe, si vous voulez bien, parce qu'il me filme le monsieur derrière. Donc. Hop là. Pour la petite blague, je suis pas du tout. J'ai passé 3 ans en mission chez un opérateur téléphone avec un logo orange. Et pendant 3 ans, dès qu'il y avait quelqu'un qui rentrait dans notre bureau, parce qu'on était encore en présentiel à cette époque-là, et qui disait oui, j'ai un sujet avec Jira, je leur disais Lionel, c'est l'expert. J'ai réussi pendant 3 ans à éviter. Bon, là, sur ma nouvelle mission depuis 3 ans, j'ai pas réussi. Mais j'estime que Jira est devenu mon cheval de Troie pour accompagner les équipes. Je déteste faire ça, mais une fois qu'on leur a montré les possibilités avec Jira, ils commencent à poser des questions un peu plus intéressantes. Bon, ça, c'était pour la parenthèse. Merci à vous. Alors, j'ai quelques autres problèmes que j'ai pu croiser récemment dans une équipe. Oui, alors je bosse pour une boîte internationale, c'est pour ça que c'est tout en anglais chez nous. Donc, des problèmes que je pourrais vous citer en plus, c'est il faut ajouter un maximum d'infos dans les tickets. Le template de story est beaucoup trop long, il faudrait peut-être le réduire. Et celui-là, dès qu'on arrive sur une des colonnes de notre Jira, justement, il faudrait avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir avancer. Merci pour la liste de vos problèmes. Je voudrais vous parler, pour essayer d'avancer un petit peu et rendre nos problèmes un petit peu plus digestes, de la manière dont le Lean traite un petit peu les problèmes au niveau de la résolution de problèmes. La première partie, on ira sur c'est quoi un bon problème. Donc je vais vous expliquer dans le Lean ce qu'ils appellent un problème. La deuxième partie, c'est comment on fait pour détecter ces bons problèmes. Ensuite, le troisième ingrédient, priorisation des problèmes. Et enfin, le fait d'aller résoudre les problèmes. Sur la résolution, on y passera un tout petit peu moins de temps parce que vous verrez que finalement, il y a beaucoup d'outils qu'on peut trouver sur le web. Alors, pour commencer, c'est quoi un bon problème, à votre avis? Si je vous demande c'est quoi un bon problème, c'est bizarre cette question déjà. Est-ce que vous avez des petites idées? Oui. Ouais. Quoi d'autre? Ouais. Bien défini. L'objectif de résolution de notre problème, ouais. Ça, c'est pas mal. On voulait qu'il apparaisse. Un bon problème, c'est un problème où on voulait qu'on apparaisse. J'aime beaucoup. Tu me le rappelles à un moment donné, quand je parle de Toyota, d'en reparler? Bon, je vais vous donner une définition. Alors on voit bien que c'est pas simple de définir finalement ce qu'est un problème. Moi, j'ai constaté depuis quelques temps qu'il y a du vocabulaire comme ça. Si vous l'explicitez pas, parfois on fonce un peu dans le mur. Chez Toyota, dans le Lean, ils ont une manière, ils ont clarifié en fait ce qu'était un problème pour eux. Un problème, au final, ça va être un écart entre une situation qui est attendue, donc il y avait une partie de la réponse là-bas, et la réalité, dans un contexte donné. La notion de contexte est extrêmement importante parce que vous pouvez avoir des choses complètement différentes en fonction du contexte. Donc en gros, vous êtes ici, et vous voulez aller là. Non, c'est l'inverse. Vous savez quoi? ChatGPT m'a fait n'importe quoi. Je me rends compte maintenant. Ne pas faire confiance à cet outil-là, sans déconner. Mettre de l'humain dans ChatGPT. Je suis passée à côté. Je changerai mon schéma du coup. Donc en gros, vous êtes à un endroit et vous voulez aller à un autre. Mais dans le Lean, ce qui est hyper important, c'est qu'on va effectivement définir cet écart. Donc, si on regarde la liste des problèmes que vous m'avez cités. Alors, j'aurais bien voulu faire 2 listes, mais j'ai pas pu. J'en ai fait qu'une. À votre avis,
cette liste-là, elle est de quel côté? Du côté un peu sympa, un peu savoureux, vous vous dites que c'est des chouettes problèmes et vous avez envie de les traiter, ou les problèmes ils sont un peu cramoisis et on ne sait pas trop bien ce qu'on va en faire. Ça rejoignait ce que vous disiez, il y a quelqu'un qui parlait du fait que on peut les résoudre. À votre avis, vous les mettez où vos problèmes? Du côté savoureux? Ouais, sûr. Alors moi je les mets pas du côté savoureux et le lean ne va pas les mettre du côté savoureux, il va plutôt les mettre de ce côté-là. Pourquoi? En fait, il y a une personne assez connue dans le lean en France qui est plutôt du côté des services justement, qui s'appelle Marie-Pia Ignace. Elle nous explique qu'effectivement, si un problème n'est pas mesurable, encore une fois un problème version lean, hein, si un problème n'est pas mesurable, ce n'est pas un problème, c'est un souci. Ah mince, j'ai perdu son nom. Cécile Roche, j'ai fait une masterclass avec elle. Cécile Roche, elle est un peu plus directe, elle va vous appeler ça des irritants, des emmerdes, mais globalement, vous allez galérer. Pourquoi? Parce que souvent, ça manque de factuel. C'est un peu conceptuel, comme la fameuse « on a des problèmes de communication dans l'équipe ». Celle-là, je l'ai à chaque fois, donc je la connais bien. Sauf qu'on va en faire quoi? Mon petit souci à moi, c'est qu'aujourd'hui, quand j'arrive dans des rétrospectives dans les équipes, c'est souvent ce qu'on voit. Et du coup, on a un petit aspect, les rétros, elles ne marchent pas très très bien. Elles sont un peu mal digérées et à plus ou moins long terme, les gens vont commencer par raccourcir la rétro parce que justement, comme ils ne résoudront pas leurs problèmes, ils ont l'impression que ça ne sert à rien. Et donc, encore dans un délai plus ou moins long, ça dépend des équipes, ils vont carrément vous l'annuler en disant qu'ils n'en ont pas besoin. C'est vrai que l'amélioration continue, ce n'est pas un truc crucial et fondamental de l'agilité. Notez que pour ce gâteau catastrophique, il y a eu un tremblement de terre en Bretagne quand je l'ai démoulé. C'est hyper souvent en Bretagne qu'on a des tremblements de terre. Et mon homme m'a lâchement prise en photo, mais vous voyez, je recycle dans les conférences. Alors, ce que je voudrais essayer de faire avec vous, c'est de changer un peu notre manière de visualiser en fait, les problèmes. L'idée, ça serait de passer de la gestion d'irritants. Exemple, ça aussi, je l'entends souvent. De toute façon, on est surchargé, les demandes elles nous arrivent de partout, du coup, on n'arrive pas à prioriser, etc. Et une vision un peu plus factuelle, un peu plus lean de voir le problème, serait plutôt de dire les parties prenantes nous contactent par 7 canaux différents au lieu d'un. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils utilisent l'outil de ticketing uniquement. Et là, ça vous change la donne, parce que vous avez quelque chose de mesuré, il y a vraiment un écart. Vous avez effectivement le contexte, on parle de nos parties prenantes et du fait qu'ils nous remontent des besoins. Vous avez la situation de départ où on nous dit on utilise 7 canaux différents. Souvent, dans les 7 canaux différents, il y a la machine à café. Et nous, ce qu'on veut, finalement, c'est qu'on a mis en place un outil qui s'appelle ServiceNow, ça peut être Jira, ça peut être n'importe quel outil de ticketing. C'est cet outil de ticketing, on fait que ça tout passe par là, parce que ça nous faciliterait énormément la tâche. Donc ça, c'est un bon problème, selon le Lean. Alors, vous me direz, déjà, avec cette définition, potentiellement, vous allez faire des pas de géant rien qu'en essayant de l'appliquer. D'accord ? Mais on va quand même creuser un petit peu. Alors, déjà, les 2 premiers écueils que je peux trouver le plus fréquemment quand je commence à parler problèmes avec les gens, c'est que il va falloir mesurer les écarts. Alors, autant des KPI, des reporting, on en a plein. Autant les 3/4 du temps, quand on commence à vouloir associer des chiffres à un problème, on n'a pas grand-chose. Donc ça peut prendre du temps. Un coach lean qui bosse dans l'IT que je connais bien, il était à Agile Grenoble l'année dernière, il s'appelle Nicolas Ploquin et il parlait justement de problèmes, c'est lui qui m'a aussi fortement inspiré. J'avais été le voir à la fin de la conférence et je lui ai dit mais tu fais comment? Parce que moi j'ai aucune équipe qui a quoi que ce soit, quoi. Ils ont le strict minimum et en plus souvent c'est des KPI soit pastèques soit qui ne regardent pas, mais il n'y a pas grand chose. La méthode ultime, c'est le bâtonnage. C'est quoi le bâtonnage? Typiquement, pour mesurer le nombre de canaux par lesquels les gens passent, vous allez rester à côté d'eux. Et puis, quand ils reçoivent, si vous voulez compter le nombre de mails qu'ils reçoivent par jour, vous allez rester à côté d'eux. Et puis, vous mettez un petit trait à chaque fois que vous avez un mail. Donc, ce qui m'expliquait aussi, c'est qu'avant de commencer à traiter des problèmes, quand ils commencent ces missions, ça peut prendre
plusieurs semaines pour justement aller poser le bon contexte. Par contre, à partir de là, on peut dérouler. Et on déroule sur du factuel. Donc mesurer les écarts, c'est déjà vraiment du travail. Et puis, clarifier la situation idéale. Des fois, effectivement, quand vous dites aux gens la com dans l'équipe, elle se passe pas bien, qu'est-ce que vous voudriez, quoi? Donc, c'est hyper compliqué pour certaines personnes d'aller parler de la situation idéale, parce qu'ils n'y ont pas pensé. Pourquoi? Parce qu'on est un peu plus dans une posture à un peu râler, et pas forcément être proactif. Donc, cette définition de situation idéale, elle est vraiment cruciale là aussi. Ça se surmonte pour le coup. Et c'est beaucoup plus facile quand vous avez du factuel. Et quand vous explicitez la situation de départ, la situation finale. Il y a des cas de figure très simples. C'est au lieu de dire les clients ne savent pas ce qu'ils veulent ou on a plein de réclamations, c'est combien de réclamations par jour ou par mois ou par semaine, suivant le contexte dans lequel vous avez. Déjà, c'est un premier pas, c'est aller les voir. Il y a plein de gens qui font un peu les autruches avec les réclamations. Et puis, combien vous voulez en avoir? Donc ça va vous permettre plus tard de réagir. Et ensuite, vous allez essayer de comprendre pourquoi vous avez des réclamations, mais ça, c'est la deuxième étape. Donc, effectivement, passons à la deuxième étape. Comment on fait pour détecter les bons problèmes? Qu'est-ce que tu m'avais dit tout à l'heure? Oui, c'est ça. C'est là que ça va être intéressant. Je vais commencer par vous parler de Toyota et de ce monsieur qui s'appelle Takishi Toyoda, qui est le fondateur en fait de Toyota. Donc, à la fin du 19e siècle, à la base, Toyota, ce n'est pas une entreprise dans l'automobile, c'est une entreprise de production de textiles. Et monsieur Toyoda a vu sa mère tisser sur des métiers à tisser un peu à l'ancienne. Et il voyait bien que c'était un travail fastidieux. Donc, il avait plutôt une formation assez débrouillarde, ce monsieur. Et en fait, il a créé déjà le premier métier à tisser automatique. Formidable, 50% de gain de productivité direct. Sauf qu'il a perdu un truc dans cette manière de fonctionner, c'est que la machine, elle tisse, elle tisse, elle tisse. S'il y a un fil qui se casse, elle va continuer à tisser et donc elle va produire un élément qui va être défectueux. Le tissu va être acheté. À la main, les personnes le détectaient tout de suite et donc il n'y avait pas de souci. Donc sa deuxième idée à Monsieur Toyoda, ça a été d'aller créer en fait un système qui va permettre de détecter que le fil se casse et donc d'arrêter la machine. Donc on arrête de produire des défauts. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le JIDOKA. Le JIDOKA, c'est vraiment le fait d'arrêter le travail dès qu'un problème survient pour éviter de produire des défauts. Ils sont très très forts là-dessus, Toyota. Ils ont au final assez peu de pertes parce que justement, ils sont capables de détecter très vite. Vous avez d'autres chaînes dans l'automobile, ils vont avoir un rebut, ils vont le mettre de côté, et puis le suivant après, et puis le suivant aussi, et puis ils ne vont pas forcément chercher à comprendre pourquoi il y a du rebut. Ils ont un pourcentage de perte qui est prévu, là où des gens comme Toyota en ont beaucoup moins. Parce que justement, dès qu'il va y avoir un défaut, ils vont s'arrêter. Pardon, je suis dans l'autre sens. Alors, donc, comme chez Toyota, le but du jeu, c'est un peu d'essayer d'aller voir les problèmes. Donc eux, ils sont capables effectivement de faire en sorte que toute leur chaîne, toute leur manière de fonctionner est là pour créer des problèmes chez Toyota. Pourquoi? Parce que comme ils veulent chercher toujours plus de performance, ils essayent de mettre en place tout un tas de systèmes pour mettre en quelque sorte le système sous pression pour que justement les problèmes ressortent et qu'ils puissent les traiter tout de suite. Donc chez eux, déjà, il y a des choses, c'est le premier truc à faire, c'est savoir distinguer si une situation est normale d'anormale. Ils ont, alors j'ai une conférence que j'ai donnée à Gilles Ansen avec Jean-Philippe Doué, qui est très très avancé sur le Lean par rapport à moi, où on a parlé de la notion de standard. Alors un standard dans le Lean, c'est la meilleure façon de faire connue à un instant T. Et cette meilleure façon de faire, elle est décrite avec des standards, c'est des feuilles A4, c'est un truc hyper simple. Mais le but du jeu, c'est que ça permet à n'importe qui de détecter si, parce que j'ai aussi une checklist en fait, qui me permet de savoir si effectivement j'ai bien fait le travail. Ça me permet de savoir si c'est normal ou anormal. Donc n'importe qui doit être capable de détecter une situation qui n'est pas normale. Donc on a un problème, donc il faut aller le traiter. Deuxième situation, il faut être en capacité d'orienter le regard. Typiquement, le JIDOKA, c'est ça. Le JIDOKA va nous permettre de dire, là, il y a un problème. Et ils ont tout un tas de systèmes également pour ça. Je vais vous en parler de deux juste après.
Donc, pour Toyota, il y a vraiment cette notion de qu'est-ce que je vais mettre en place pour anticiper les problèmes. Et c'est même plus qu'anticiper chez eux, c'est qu'ils essayent de les générer. Un des premiers outils qu'ils utilisent, ça s'appelle Landon. Landon, ça veut dire lanterne en japonais. Donc, vous voyez, il y a un double système quelque part. Il y a une espèce de ligne comme ça, une ligne de vie qui court. C'est une corde, toute simple. Alors, a priori, ils ont quand même modernisé un peu cette notion de corde. Mais c'est une corde qui courait tout le long de la chaîne de production. Et en fait, quand vous tirez dessus, ça déclenche une alerte visuelle et lumineuse, et sonore aussi. Donc le but du jeu, c'est que ça soit activable hyper facilement, le plus fréquemment possible, pour que dès qu'on a un souci, on puisse venir voir où est le problème, pour pouvoir constater tout de suite, sur place, avec le contexte, quel est mon problème. À un moment donné, dans leur histoire, ils ont repris une usine américaine qui était la pire de toutes les usines. Alors, j'ai pas le temps de vous raconter tout le contexte, mais c'était vraiment horrible. Et en fait, ils ont eu beaucoup de mal à faire ce geste-là aux Américains. Parce que aux États-Unis, à cette époque-là, arrêter une chaîne de production, c'était limite faute grave et licenciement. Alors que chez eux, c'est un bienfait. Landon, alors on en a quelque part des andons, hein. On a tout un tas de sondes qui vont checker que dans l'informatique que tel ou tel système est tombé, etc. La petite différence peut-être que je verrai, c'est que quand vous êtes chez Toyota, ça s'arrête et vous allez voir ce qui se passe. Chez nous, des fois, on continue à travailler comme si il ne s'était rien passé. Deuxième élément qu'ils ont pour faire de la détection, c'est les bacs rouges. Donc pareil, dès qu'il y a une pièce défectueuse, alors ça c'est un standard, vous voyez. Ils savent comment traiter la pièce défectueuse. Elle est étiquetée avec un code, etc. Et elle est mise de côté. Alors, contrairement à l'agilité et à Scrum, elle n'est pas mise de côté pendant 3 semaines en attendant que la rétro arrive. C'est peut-être le petit truc que les linistes, les ligneurs, je ne sais pas, nous reprochent cette notion de ouais, vous faites de l'amélioration continue, mais une fois toutes les 3 semaines, donc ça n'a pas vraiment de valeur. Chez eux, c'est vraiment en continu. Et donc, ce bac rouge, il sert à vraiment aller étudier ce qui s'est passé. Et en fait, les actions qui vont être menées, elles vont être assez rapides, c'est-à-dire que les bacs rouges, ils sont traités tous les jours. S'il y a une action de formation, d'explication à donner, elle va être redonnée dès le lendemain matin pour éviter que le problème se reproduise. Alors, comment on peut matérialiser le bac rouge chez nous ? Vous créez un Teams, vous créez un channel et vous mettez un channel qui s'appelle bac rouge. Et dès que vous avez quelque chose, vous le mettez dedans. Plutôt que entendre des développeurs, j'ai un ami avec qui j'avais déjeuné il n'y a pas très longtemps qui me disait oui, le midi il était hyper embêté. Pardon, je suis filmée. Parce que il était coincé sur un bug depuis la veille. Et je dis, mais pourquoi tu ne le dis pas tout de suite ? Non, mais je veux retrouver la solution. Dans le Lean, chez Toyota, ça n'existe pas, ça. Ça voudrait dire que votre bac rouge, pendant 2 ou 3 jours, vous le laissez de côté et vous verrez plus tard. Chez eux, c'est traité tout de suite. Le troisième outil qu'ils utilisent, qui est hyper utile à mon sens, c'est le Gemba Walk. Le Gemba Walk, c'est le fait de se rendre sur le terrain vraiment où on crée la valeur. Le but du jeu, c'est aussi de détecter les problèmes le plus vite possible, de voir comment ils sont traités, voir comment les gens progressent sur ces problèmes-là. Et encore une fois, c'est de comprendre les causes réelles. Donc le fait de se rendre sur le lieu nous aide vraiment. Si je reprends l'exemple de Philippe Etchebest, il ne reste pas derrière la caméra, il va dans la cuisine et il voit où sont les problèmes. Donc, ok, le Gemba Walk, ça devient compliqué dans nos métiers parce que beaucoup de personnes sont en télétravail. Vous imaginez, moi je travaille avec des équipes qui sont explosées à l'international. Mais il y a déjà des choses à faire, hein. Vous pointez sur un daily virtuel d'une équipe, vous voyez qu'il n'y a aucune caméra, vous voyez que quand vous posez des questions aux gens, ils mettent 3 heures à répondre. Il y en a plein des problèmes déjà, en un quart d'heure. Et c'est la même chose pour tous les autres meetings. Alors, chez Toyota, ça vient vraiment de chez Toyota, et j'aime beaucoup ce qu'ils ont écrit ici. Avez-vous déjà signalé une anomalie dans votre travail ? Et en fait, ils nous disent qu'effectivement, par pression managériale, envie de résoudre soi-même le problème, besoin de bien faire, des fois, on ne va pas le faire. Sauf que, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que si je ne pose pas d'alerte, on ne va pas voir le problème, et si on ne voit pas le problème, on ne va pas avoir d'amélioration. Donc il y a vraiment cette notion chez eux qui est extrêmement importante d'aller mettre en avant tous les problèmes.
Chez eux, la moindre anomalie, le moindre problème, c'est un obstacle à la performance à la fois des individus, de l'équipe et donc de l'entreprise. Encore une fois, or si vous vous intéressez un tout petit peu au monde de l'automobile, vous vous rendrez compte que Toyota a des années-lumière d'avance sur plein d'autres personnes et qui sont dans les tops des vendeurs de voitures depuis tellement longtemps que c'en est juste incroyable, quoi. Donc c'est quand même des gens qui savent ce que c'est que l'amélioration continue. Troisième point, la priorisation. Alors comment on fait pour prioriser les bons problèmes ? Je crois qu'il y a quelqu'un qui en a un petit peu parlé de ça. Un bon problème dans le Lean, c'est un problème qui va impacter les challenges de l'entreprise. À partir du moment où vous avez défini vos propres challenges et vous avez un problème qui va impacter ces challenges-là, vous allez forcément travailler dessus. C'est obligatoire. Un deuxième bon problème, c'est les problèmes qui touchent les clients. La satisfaction client chez eux, ça fait partie des piliers. Donc, typiquement, aller regarder les réclamations clients hyper souvent, c'est crucial. Donc, vous ne passez pas à côté des réclamations clients. En plus, ils ont des outils hyper simples pour faire ça. Après, c'est du management visuel. On affiche toutes les réclamations clients proches des équipes pour qu'ils se rendent compte qu'il faut aller traiter les sujets. Troisième type de sujet, c'est des problèmes qui vont toucher à la sécurité des personnes et aux conditions de travail. Quand vous voyez des vidéos des chaînes de production chez Toyota, vous vous rendez compte que tout a l'air smooth en fait, facile, les gens sont pas... Il y a ça, il y a ce côté beaucoup moins de packs dans d'autres endroits. Vous voyez des marchepieds pour qu'ils puissent accéder hyper facilement. C'est hyper impressionnant en termes de sécurité ce qu'ils font. Et sur les conditions de travail, pareil. Un exemple, si on se remet dans le côté... IT, les conditions de travail, vous faites un Gemba, vous êtes manager d'une équipe, vous faites un Gemba, vous vous asseyez avec votre développeur, puis à un moment donné, il compile. Puis vous attendez. Puis vous attendez. Et puis vous prenez votre petite montre, ça c'est un problème. La compilation devrait être faite en 1 minute, elle est faite en 10. Ça c'est un très bon problème. Souvent, un des premiers trucs qu'on peut regarder, c'est la machine du développeur et se dire est-ce que c'est la bonne machine par rapport au travail qu'il a à faire. Ça, c'est le genre de sujet qui serait mis en avant chez Toyota hyper rapidement. Donc le but du jeu, c'est de poser un cadre pour expliquer à tout le monde, vraiment, si en gros, vous rencontrez un problème qui touche un de ces 3 points, on sait que ça va être une priorité. Donc c'est votre cadre qui vous permet de prioriser assez vite. Alors, vous pouvez vous poser plein de questions. Alors, ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est dans la définition d'un bon problème pour vous aider à prioriser. Vous avez vraiment des questions à vous poser pour obtenir déjà un consensus avec tout le monde et puis être sûr que vous allez bien définir le bon problème. Il y a des compétences qui sont assez intéressantes pour définir puis prioriser votre problème. C'est savoir poser des questions. Il ne faut pas se limiter à des questions basiques. Vous avez des cheat sheets comme ça qui existent sur le web, sur la pensée critique. C'est super intéressant. Ça vous fait vraiment sortir de think out of the box, comme on a l'habitude de dire. Vraiment se dire comment on fait pour faire un tout petit peu différemment. Savoir gérer des conflits, ça va être important aussi, parce qu'à partir du moment où vous allez parler de problèmes, que vous allez commencer à mesurer, forcément les gens ça crispe. Ça peut crisper énormément. Et le but du jeu, ça va être effectivement de bien... Alors, dans le Lean, ils disent effectivement qu'on va s'attaquer avec dureté aux problèmes, pas aux personnes, encore une fois. Donc il y a vraiment cette posture à avoir qui est hyper importante. Et puis la troisième compétence... Est-ce que quelqu'un connaît ce poisson ? C'est un poisson japonais. Ouais. C'est le fuju. Alors, je ne sais pas si se dit comme ça, hein, je ne parle pas japonais. Alors. Donc effectivement, c'est de savoir découper. Donc découper un problème, c'est un peu comme quand vous découpez un fuju. En fait, si c'est bien fait, ça va être génial. Si c'est mal fait, vous allez en crever, tout simplement. Ce poisson ne fait pas dans la demi-mesure. Et Philippe va nous partager quelques astuces pour un bon découpage, effectivement. Donc il faut prendre un problème à la fois. En fait, on se rend compte des fois qu'on entremêle les problèmes. Ne serait-ce que dans la formulation tout à l'heure, il faut qu'on améliore la com d'équipe interne et externe. Là, il y en a déjà beaucoup trop. Savoir renoncer. Vous n'allez pas pouvoir tous les gérer en même temps. Des fois, quand vous tombez sur un truc, vous allez vous rendre compte que ça va dans tous les sens. Et effectivement, il va falloir se dire collectivement qu'on ne va pas aller sur tous les problèmes et qu'on va commencer par un.
On va devoir valider nos hypothèses. Alors ça, je vais revenir dessus un tout petit peu plus tard. Traiter des problèmes spécifiques et pas globaux. Et effectivement, typiquement, si on arrive et qu'on vous dit il faut améliorer la com de l'équipe, vous fuyez. Hein. Vous n'allez pas vous en sortir. C'est beaucoup trop global comme problème. Et enfin, effectivement, il faut savoir découper. Alors, pour découper un gros problème, est-ce que vous connaissez... j'ai un collègue qui demande toujours est-ce que vous savez comment on mange un éléphant ? Par petits morceaux. D'abord, on ne mange pas un éléphant. Ça, c'est toujours la première réponse. Donc, effectivement, on va découper notre éléphant en petits morceaux. Sauf que, des fois, ce qui va se passer, si vous faites comme ça, il peut y avoir des interdépendances entre les différents morceaux qui fait que si vous résolvez un endroit, ça va péter à l'autre, ça va être encore pire. Ou c'est peut-être que ça va améliorer, mais vous n'êtes vraiment pas sûr en fait, de ce qui va se passer. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure stratégie. Une deuxième stratégie, ça va être de dire « Ok, mon gros éléphant, j'essaye d'en faire des plus petits. » Donc, vous allez peut-être prendre un bout de process, mais vous allez prendre un truc de bout en bout. Vous allez avoir la main complète sur tout. Vous allez connaître la chaîne, vous allez connaître tous les interlocuteurs. Vous allez aussi pouvoir avoir des gens qui vont vous aider à résoudre le problème. Parce que des fois, un problème va vous nécessiter de travailler avec d'autres personnes. Je vous prends un exemple. Dans les équipes que j'accompagne, souvent on me dit ouais, mais l'équipe d'à côté, j'ai besoin d'elle, mais elle livre jamais à temps. Bon, déjà, on va prendre l'équipe d'à côté et on va bosser avec elle. Ça va être mieux. Plutôt que d'essayer de résoudre notre problème tout seul dans son coin. Et limite, d'ailleurs, on n'essaie pas de le résoudre, on râle juste et on dit que les autres à côté, ils sont pas bons. Souvent, l'excuse, c'est ouais, mais ils sont pas agiles, eux. Ok, ça va être long. Donc, effectivement, on essaye de prendre quelque chose qui est assez représentatif. Sur les hypothèses, des fois, c'est assez terrible de mettre cette image au moment de midi. Bref, je vais m'arrêter là, je ne vais pas faire de commentaires sur la nourriture. L'idée, quand vous avez plein d'hypothèses, finalement, c'est que vous n'avez pas trop le choix. Vous allez commencer à les ordonner de celle qui vous paraît le plus vraisemblable à la moins vraisemblable. Et puis finalement, parce que là, vous êtes vraiment encore à vous dire, c'est quoi vraiment, elle est où la source de mon problème ? Donc, vous mettez des hypothèses. Et ces hypothèses-là, vous allez les tester une à une. Et vous allez voir s'il y en a qui sont bonnes ou qui ne sont pas bonnes. Et dès que vous en avez une qui est bonne, vous allez commencer à bosser dessus. Cécile Roche, elle nous avait parlé d'un exemple qu'elle avait vécu dans une entreprise. C'était avec des cartes électroniques où ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi il y avait des cartes électroniques qui étaient défectueuses sur la chaîne. Et ils n'avaient vraiment aucune idée. Ils avaient plein d'hypothèses. Ils avaient comme hypothèse, c'était si les composants sont soudés comme ça ne va pas marcher. Donc ils ont fait une plaque avec plein de composants, tous soudés comme ça. Ils l'ont passé et en fait ça fonctionnait. Et puis des fois ça ne marchait pas. Donc c'était pas ça. Et ils ont testé comme ça 3-4. Et la quatrième, c'était c'est les produits qu'on utilise pour souder qui ne fonctionnent pas. En fait, ça a été une hypothèse qui a été validée. Bon, en fait, ils se sont rendus compte à terme que ça partait d'une bonne intention des achats. Ils avaient eu une grosse promo, ils avaient acheté un gros lot. Et la date de péremption était dépassée, donc le produit n'était plus efficace à 100%. Donc on en a des trucs comme ça qui existent aussi. Donc c'est vrai que des fois, quand vous avez vraiment aucune idée de la cause de votre problème, vous allez lister vos hypothèses. Plutôt que de tourner en rond, listez les hypothèses et testez ces hypothèses-là. Vous allez gagner du temps. Raté, c'était dans l'autre sens. Résoudre les problèmes. Alors ça, on va passer un tout petit peu plus vite. Juste vous dire que dans le Lean, ils ont une approche effectivement causale. Dans le sens où ils vont effectivement essayer de trouver la cause racine du problème. Donc, ils passent du temps là-dessus. Ils vont proposer une expérimentation qui, dans leur langage, ils appellent ça une contre-mesure. Ils n'appellent pas ça une action, parce qu'ils ne savent pas en fait si ça va être le bon truc ou pas. Donc, pour eux, c'est une contre-mesure, ce qui va effectivement, c'est très lié au fait aussi qu'on est avec cette notion d'écart au démarrage. Et on va évaluer la contre-mesure en allant voir si l'écart qu'on avait entre notre situation initiale et notre situation idéale a été réduit et effectivement si ça a eu de l'impact ou pas. Vous imaginez bien qu'effectivement ils traitent un problème à la fois et donc ils mènent une contre-mesure à la fois pour voir si cette contre-mesure-là a eu de l'impact. Ils n'en prennent pas 10 à la fois, quoi. Pour faire tout ça, c'était le keynoteur d'hier qui a fait une référence à Einstein qui disait qu'effectivement pour Einstein il fallait passer la majorité du temps à réfléchir au problème avant d'être dans l'action. Et c'est vraiment la même chose dans le Lean, ils ont vraiment cette démarche-là à cœur.
Un truc sur lequel il s'appuie énormément dans tous les outils qui ont été déclinés du Lean, c'est le PDCA, donc la route Deming aussi, si vous voulez. Cette route Deming, c'est assez intéressant de savoir que, bon, d'ailleurs, c'est pas Deming qui l'a créé, mais c'est pas grave, ça s'appelle comme ça aujourd'hui. Il a absolument pas eu d'écho quand il a parlé de ça en Amérique du Nord. Et quand il est parti après la Seconde Guerre mondiale au Japon pour leur expliquer, les Japonais, ils ont adoré. Et ils l'ont embarqué. Et dans beaucoup d'outils de résolution de problèmes qu'il y a, ils ont cette démarche en quatre actions comme ça. Alors, la majorité du temps, on voit que le plan et le do, globalement, on le maîtrise. Le check et le act, on est un peu moins bon. Mais justement, si vous partez sur cette notion d'écart que vous mesurez au démarrage, vous allez devenir bien meilleur sur votre check et votre act parce que vous saurez qu'il faut aller là-dessus. Les méthodes, ils en ont plein. La majorité des outils que je vous cite là, si vous regardez un tout petit peu, ils sont effectivement basés sur le PDCA. Ils ont des parties plus ou moins grandes qui sont liées au PDCA, mais c'est vraiment ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un A3. Et vous voyez qu'ils aiment bien faire des choses graphiques. Alors là, je ne suis pas sûre que ce soit du Lean Toyota. Je crois que c'est plus de l'informatique. Je me souviens plus ce que j'avais choisi comme un outil. Mais dans tous les cas, les outils, il y en a plein. Demandez à votre Google préféré ou votre chat préféré. Vous allez trouver tout ce qu'il faut. Il y a plein de littérature là-dessus. Je n'avais pas envie de m'étendre là-dessus. Il y a aussi des outils qui existent en plus des méthodes. Donc pareil, il y en a certaines qu'on connaît. Le 5 pourquoi, il a l'air tellement simple. Il est tellement compliqué. Franchement, c'est hyper compliqué. Le nombre de fois où vous arrivez sur une impasse quand vous faites un tout petit peu votre 5 pourquoi, c'est assez incroyable. Comment vous savez que votre problème est résolu ? Effectivement, votre contre-mesure est efficace, c'est-à-dire qu'elle va avoir un impact sur l'écart que vous aviez entre votre situation initiale et votre situation idéale. Et vous avez appris quelque chose. C'est hyper important, encore une fois, dans la philosophie Lean. Et d'ailleurs, c'est tellement important que c'est mon bonus. L'ingrédient bonus, est-ce que vous connaissez l'ingrédient bonus de Philippe Etchebest ? C'est une épice, mais c'est pas le cumin. C'est le piment d'Espelette. Et je crois qu'il a des origines du Pays Basque un petit peu. Donc, ouais, ça aide un petit peu. Je crois que c'est ce qui tient dans la main. Donc, dans le Lean chez Toyota, le but du jeu, c'est d'apprendre tout le temps. Ce monsieur qui s'appelle Mike Rotter, qui a écrit le livre Toyota Kata, il dit clairement que chez Toyota, les problèmes, c'est pas un truc embarrassant que vous planquez sous le tapis, quoi. C'est pas un truc dont on a honte. Au contraire, on doit se réjouir quand on a des problèmes, parce qu'on a trouvé une manière de s'améliorer. On a trouvé une manière de devenir encore plus performant. Et donc, si on est plus performant, dans la philosophie du Lean, c'est vous allez encore mieux satisfaire vos clients. Et ça, c'est leur but ultime, la satisfaction client. Respect des gens et la satisfaction client. Donc clairement, les problèmes, c'est une matière première pour la performance de votre équipe, donc de l'entreprise derrière. Le deuxième ingrédient bonus, c'est surtout recommencer. Ce monsieur, qui est vraiment le père du Toyota Production System, Takahashi Ono, effectivement, n'avait de cesse de dire ne pas avoir de problème, c'est le plus gros des problèmes que vous avez au final, quoi. Vraiment, toute la stratégie du Lean, tout ce qu'il a mis en place, le Toyota Production System, c'est clairement pour aller faire remonter les problèmes. Toute la stratégie, on connaît bien le Kanban dans l'IT. Le Kanban dans l'IT est associé forcément au Kanban du TPS, qui est quand même un tout petit peu différent. C'est vraiment des histoires de cartes. Et tout ce Kanban, toute cette notion de flux tiré chez eux, c'est comment je fais pour mettre le système sous pression, le système, pas les gens, pour que les problèmes ressortent. Ne me parlez pas de Kanban quand vous avez juste un management visuel où vous avez une colonne to do, in progress, done. Moi, je combats ça aujourd'hui. Enfin, je trouve que le vocabulaire est important, en fait. Vous avez du management visuel, ce qui est déjà dans plein d'équipes un énorme pas en avant. Moi, j'ai des équipes là, que j'accompagne. On est quand même en 2024, 2025. La PO ne savait pas ce que l'équipe faisait, quoi. On vient de mettre en place un board de management visuel au début septembre. Ouais, c'est un peu. Alors c'est pas des. Alors j'accompagne aujourd'hui dans ma mission, j'accompagne quasiment pas d'équipe IT en fait, proprement parlé. Enfin si c'est de l'IT, mais c'est du network. C'est pas des équipes produits, développement logiciel. Donc ils sont un peu moins, ils avaient moins l'habitude de ce genre de choses. Pardon. Si vous regardez sur les sites, tous les sites de Toyota vous expliquent leurs valeurs.
L'amélioration continue, elle en fait partie. Et clairement, chez eux, c'est quelque chose de systémique. Et il y a vraiment cette notion de... Ils disent tout le temps, l'amélioration continue chez nous, c'est tous les jours, tout le monde, partout. Et quand ils disent partout, c'est toute la chaîne en fait, managériale aussi. C'est vraiment en permanence, n'importe qui peut remonter un problème. Ce qu'on va y gagner, c'est qu'effectivement, on va vraiment devenir des problème solvers. On n'est pas simplement en train de râler, on n'a pas des irritants à gérer, on va vraiment s'améliorer là-dessus. En apprenant à se parler, le fait d'avoir des bons problèmes permet souvent de régénérer un peu de discussion, de désiloter un peu les équipes, etc. On va monter en compétences forcément, puisqu'on apprend des nouvelles choses à chaque problème qu'on résout. On va améliorer nos conditions de travail, ce qui est pas mal, mais souvent l'amélioration... Toyota, c'est pas des bisounours, hein, c'est pas une association, ça reste une entreprise, ils cherchent à être rentables. Hein. Donc l'amélioration des conditions de travail, ils le font pas simplement pour améliorer les conditions de travail, même s'ils ont beaucoup de respect pour les gens, mais ils savent que si les gens sont dans des bonnes conditions de travail, ça va avoir un impact sur la performance de l'entreprise. Plus on devient bon à gérer les problèmes, plus on va anticiper les prochains, parce qu'on commence à avoir cet œil, à aller regarder ce qui se passe de plus en plus. Et un des effets positifs qu'ils notent aussi, c'est que finalement, c'est une pratique hyper intéressante de conduite du changement. Ça va vraiment accélérer votre conduite du changement par la suite, parce que comme ils ont l'habitude, comme les gens qui sont vraiment dans la résolution de problèmes continus, ont cette habitude d'aller faire des changements par eux-mêmes, quand vous demandez un changement un tout petit peu plus grand, plutôt d'être réfractaires, ils vont essayer de comprendre pourquoi, quel a été le problème, pourquoi on cherche à changer, et donc ils vont être beaucoup plus faciles. L'accompagnement du changement va être beaucoup plus facile. Petit tips quand même, moi j'adore faire ça, j'adore parler de la résolution de problèmes, etc. Par contre, effectivement, je me l'applique déjà à moi-même en fait. Hein. Donc quand j'ai un problème, je suis transparente, je le dis. Et puis j'essaye moi aussi de m'améliorer en permanence. Base du leadership, souvent, c'est pas mal de commencer par là. Donc, si j'en reviens à mes 4 étapes Lean pour résoudre les problèmes, effectivement, si on commençait par expliciter ce qu'est un bon problème, ça nous aiderait beaucoup. Et encore une fois, la manière de le faire dans le Lean nous permet vraiment d'être sur des bases beaucoup plus tangibles, en fait, à mon sens. On va mettre en valeur des moyens de détecter les problèmes. Ça, on n'est pas, je trouve qu'on n'est pas assez dans le côté proactif là-dessus. On attend un peu que ça nous tombe dessus. Alors ouais, on a plein de trucs à faire, hein, on le sait. Hein. Tout le monde me dit tout le temps, à toutes les équipes que je coach, on n'a pas le temps. Je commence par gérer les réunions, moi, pour leur trouver du temps. Souvent, je gagne du temps sur les réunions. On va clarifier notre méthode de priorisation pour que tout le monde soit en capacité aussi de se dire c'est un bon problème ou pas à traiter tout de suite. Et puis, on va essayer de le résoudre. Ça, c'est presque la partie la plus facile. Vous avez vu comment je suis synchro avec la sonnette? C'est parfait, ça. Donc, moi, je serais hyper contente que vous m'envoyiez vos problèmes. Et je serais hyper contente que vous me transmettiez des bons problèmes pour qu'on puisse effectivement en discuter ensemble. J'adore parler des sujets autour du Lean. Ça me passionne depuis 2 ans. Et quant à moi, vous pouvez constater que j'ai résolu mon problème. Au lieu de faire des charlottes, j'ai fait des cheesecakes, c'était moins dangereux.